Le 22 décembre 1895, le physicien allemand Röntgen obtient une photographie très étrange et peu compréhensible au premier abord. On y voit le squelette d'une main et en négatif de surcroît, ce qui amène à préciser qu'il s'agit bien de la main d'une personne vivante. Avec l'invention de la photographie, on avait été confronté à une image qui s'écartait de la perception humaine. Avec cette expérience, la rupture avec la vision ordinaire est plus patente encore et le pouvoir de détection de la photographie se confirme bien au-delà du pouvoir de l'œil. Seule la plaque photographique atteste ici de l'existence et de la capacité de pénétration d'un rayonnement invisible que Röntgen baptise rayon X pour bien signifier qu'il n'en connaît pas la nature. L'imaginaire commun de la photographie s'était toujours attaché à l'évidence d'une pure ressemblance entre ce que nous voyons et ce que nous transmet une photographie, tout en acceptant d'y reconnaître un effet physique de la lumière. Il deviendra de plus en plus patent à la fin du XIXe siècle que la photographie permet d'explorer le phénomène lumineux lui-même hors des limitations de la vision humaine. Faire de la photographie, c'est mettre en relation de face à face une surface photosensible et une étendue lumineuse par l'intermédiaire d'une chambre photographique. Les photons, particules de lumière, agissent sur la surface sensible pour produire ce qu'on appelle une image. La plaque photographique se comporte comme un détecteur de lumière, un compteur de photons, et c'est ce qui distingue la photographie de toute autre fabrication d'images. Le premier déterminant de la détection photographique aura été quantitatif. Les perspectives mentales et imaginaires de l'homme de la fin du XIXe siècle vont se trouver décuplées par la photographie qui investit des domaines auparavant inaccessibles à l'œil, dès lors que la plus petite parcelle de lumière peut impressionner la plaque sensible et que l'on peut alors enregistrer la lumière d'étoiles très lointaines et très faibles. Les limites de l'univers ne sont plus définies par la portée du meilleur télescope, mais par la sensibilité de la plaque photographique recevant la lumière pendant toute la nuit. Plus prosaïquement, la grande vogue du portrait photographique était aussi une célébration de la lumière, l'organisation subtile de la détection des incidences lumineuses. Le professionnel sait d'emblée que pour réussir un portrait, il faut traiter le sujet comme une source de lumière. L'arc électrique qui jaillit entre des électrodes ou la combustion du magnésium ont ajouté à la panoplie du photographe la possibilité de provoquer de nouvelles sources de lumière, de renforcer des intensités, offrant ainsi d'autres rencontres avec le monde, celui de la nuit par exemple, où la photographie était encore absente parce qu'inopérante. Dans les années 1880, l'apparition d'une substance très sensible, le gélatino-bromure d'argent, a permis de diviser par 100 le temps de pause. C'est l'instantané. On peut désormais faire une photographie en un centième ou un millième de seconde et s'étonner des formes qui adviennent en images. Les images photographiques permettent de distinguer, au sein même de ce qu'on a eu sous les yeux, des formes que l'on ne pouvait déceler dans le continuum de la vision. La photographie dépasse les limites temporelles du regard spectateur et par là même donne des formes à ce qui, pour le regard, n'en a pas. Les amateurs s'amusent de ces parcelles de temps prélevées.
Comment on marche? Comment on saute à travers les chronophotographies de marais? Comment un héron prend son envol? L'appareil est un détecteur de situations lumineuses et il joue lui-même au détective. Avec les appareils à main, chacun prend conscience que tout se joue dans la boîte noire. C'est là que des éventualités fortuites surviennent. Elles surprennent le photographe car elles dépassent ses attentes et ses intentions, mais on les accepte comme images représentatives et naturelles du fait même qu'on ne les contrôle pas entièrement. Parfois, on oublie la prise de vue précédente et l'on double la photographie. On obtient, sans le vouloir, une superposition de deux images, étonnante elle aussi. On la conserve comme une singularité purement photographique, intriguée par le double jeu de la lumière qui rend les êtres déjà translucides. Très tôt, les propriétés de détection de la photographie sont venues au service du spectacle de l'invisible. C'est ainsi que la photographie se trouve associée aux procédés d'illusion qui abondent à la fin du siècle, où quelques subterfuges fait monter des fantômes bien innocents, simples complices revêtus d'un drap blanc. Depuis les années 1860, on se régale de ces apparitions de spectres rendus translucides par la superposition volontaire de deux prises de vue successives. Quelques professionnels, surtout enclins à la plaisanterie ou au divertissement, s'en feront une spécialité jusqu'au début du XXe siècle. La manipulation est à la portée de n'importe quel amateur, comme le jeune Jacques-Henri Lartigue, âgé de 11 ans, qui joue ici avec son frère Zissou en 1905. On fait des tours de magie avec un appareil, on pose des devinettes, on tend des pièges aux étonnements de l'œil. C'est de la photographie pour rire, elle ne cherche à tromper personne. L'art de la superposition des vues est une branche des récréations photographiques qui exploite des particularités de la pratique pour en faire un usage ludique, sans cacher l'évidence de la manipulation technique. Le principe des vues alternées en masquant tantôt un côté de la plaque, tantôt l'autre, est souvent utilisé pour des effets de dédoublement de personnages.
Une autre astuce, abondamment développée dans les revues populaires des années 1880 et 1890, réserve par un fond noir la possibilité d'accueillir sur une partie de l'image une deuxième vue. Là encore, on travaille l'autoportrait pour faire rire les amis, mais en toute transparence des procédés. Et l'on ne fait que gérer scrupuleusement le dosage des quantités lumineuses reçues par la plaque photographique. La carte postale elle-même en fera l'un de ses trucages pendant des décennies. On ne croit pas pour autant aux fantômes ou aux têtes coupées. Dès les années 1870, on cherche à asservir le pouvoir de détection de la photographie au profit des idéologies les plus occultes et irrationnelles. À la suite du magnétisme animal de Mesmer, des tables tournantes qu'affectionnait Victor Hugo, hypnose, spiritisme et suggestion mentale se confondent en transport d'énergie et de force, en circulation de fluides invisibles. La doctrine spirit a été promue par Allan Kardec à partir de 1856 et diffusée par la revue Spirit. En 1874, cette revue insère dans ses pages des photographies produites par un photographe médium nommé Bugey. Il opère en suscitant, dit-il, l'apparition d'un esprit évoqué par la personne qui pose et qui n'aurait de visibilité que pour la plaque photographique. La supercherie, une simple superposition de vues faite à l'insu du poseur, sera démontrée lors d'un procès en 1875. Les victimes grugées appuieront encore leur certitude sur la preuve que constitue à leurs yeux la photographie. Malgré ce procès et tandis qu'un Paul Nadar s'amuse de la facilité du trucage, le russe Aksakov publie dans les années 1890 un gros volume de témoignages spirites et de phénomènes médiumniques appuyés par des preuves photographiques. Or, cet ouvrage deviendra un livre de référence pour des écrivains ou artistes à la recherche de spiritualité nouvelle, tels Edvard Munch, Strindberg ou Kandinsky. Quelque chose a changé dans ces représentations qui permet d'en renouveler la créance. Les fantômes identifiables à des membres de la famille ont disparu pour laisser place à des manifestations lumineuses, évasives, sans identité et sans qualification permanente. Plus les figures se dissolvent dans l'indétermination et le flou, plus elles sont assimilées à des présences mouvantes et à des fluides invisibles, à des émanations d'énergie incontrôlées qui s'évertuent à produire leurs effets sur la plaque sensible. Ce qui relance la croyance, ce sont paradoxalement les connaissances récemment acquises en physique sur la nature de la lumière et de l'électromagnétisme, et les interrogations qui en découlent alimentent la confusion populaire au profit de ce qu'on nomme les sciences occultes. Le mot « spectre » est un exemple manifeste du lexique commun au spiritisme et à la physique. Alors que le spectre de la lumière visible est peu à peu balisé par la science, on se dispute ces champs inexplorés qui débordent de toutes parts la lumière solaire, constituée de rayonnements de nature incertaine et controversés. Certaines régions reçoivent progressivement des noms, infrarouge, ultraviolet, ondes hertziennes, rayons X, mais il reste beaucoup de vide pour la divagation. Symptomatiquement, X est l'inconnu du rayonnement invisible produit par un tube de Crookes, rayonnement dont seule la détection par la plaque sensible est patente. Avec les rayons X,
La photographie atteste de la présence d'un rayonnement étranger même à la notion de lumière, alors qu'il produit un effet photographique comparable. L'intérieur d'une boîte, le contenu d'une enveloppe, tout ce qui est inaccessible au sens humain par une opacité peut être transparent ou translucide pour les rayons X. Si ce pouvoir de détection trouve dès 1896 ses applications médicales avec la radiographie, il nourrit aussi les utopies confuses de la sublimation corporelle et de la présence invisible de l'être sur lesquelles s'appuie L'homme invisible que Wells publie en 1897. Après avoir renouvelé le potentiel de ce qui est visible, la photographie se voit reconnaître une efficacité dans l'invisible. On s'attendrait même à ce qu'elle garantisse la jonction entre la science et le mystère. Les années 1890 ne voient guère de différence entre le magnétisme animal et l'électromagnétisme. On imagine volontiers que des fluides invisibles, des effluves énergétiques, puissent émaner du corps de ces personnes privilégiées que sont les médiums. Le regard et la main en seraient les médiateurs, comme pour l'hypnose. Dans L'extériorisation de la sensibilité, en 1895, Albert de Rochas systématise par exemple les points d'où émanent les effluves d'une personne vivante. En 1896, c'est Hippolyte Baraduc, gynécologue à la Salpêtrière, qui tente de recenser les détections occultes de la plaque photographique dans L'âme humaine, ses mouvements, ses lumières et l'iconographie de l'invisible fluidique, appuyée sur un corpus de 70 photographies. Avec son vocabulaire nébuleux, un jargon ésotérique qu'il est le seul à maîtriser, Baraduc ne voit dans les formes qu'il distingue sur les plaques que le gage indéfectible d'une force vitale cosmique transitant par des états d'âme. Âme germe, point noir, fond blanc. Induction par complémentarisme antagonique des deux forces. L'accumulation d'ersatz de photographie et leur interprétation surdéterminée constituent l'activité doctrinaire de Baraduc. Ainsi, une plaque photographique placée directement sur le front recueillerait les impressions de l'âme, de la pensée, des émotions. Comme la photographie avait pu mettre en évidence l'existence des rayons X, elle est sommée de mettre en valeur d'hypothétiques rayons humains dont la panoplie combine à la fois des effets réels, caloriques ou électriques, et des effluves imaginaires d'autant plus estimés que les effets sont esthétiques. Depuis Röntgen, c'est la main qui est l'organe de perception dans l'invisible. Là où l'œil est inopérant, on tend la main vers un monde occulte. Le vocabulaire lui-même se prête aux analogies confuses. L'effluve est à la fois une émanation de substances volatiles, une décharge électrique, le fluide supposé d'un magnétiseur. Et Baraduc persiste à voir un transfert d'état psychique dans la matérialisation graphique des effluves. Ces émanations fluidiques humaines ont été produites par une personne très énergique en face d'un appareil photographique. L'obscurité faite, la personne, durant un quart d'heure, projette sa volonté sur la plaque qu'elle veut impressionner de sa décharge psychique. Les extrémités des doigts transmettent le fluide vital. Fluide vital, dégagé par deux pouces, placé sur une plaque photographique. Et pour peu qu'on soit en train de regarder un atlas céleste, la photographie de la pensée, de l'image mentale, planètes et satellites, paraît aller de soi. Bientôt, le caractère discipliné de la légende s'esquive, elle n'a plus de prise sur l'image. Appel à quelque chose. Forme fantomale. Forme spontanée, intentionnelle. Appel
à l'au-delà. En 1911, l'enjeu de la photographie transcendantale est de recueillir pêle-mêle les ratés techniques, les imprévus de la pratique amateur, les supercheries grossières et de les parer d'un titre alléchant. Et si Baraduc voit dans les effets chimiques d'un développement trop poussé Le vortex tourbillon fluidique de la main du docteur Adam. un autre ouvrage en appelle à la Force courbe cosmique. Aura vortex de tristesse. une photographie obtenue sans l'intervention de l'action électrique est ailleurs. Vibration de la force cosmique sous l'influence de la vibration animique de deux enfants dont l'état d'âme induit l'âme du monde. N'importe quelle photographie est susceptible d'interprétation. Les simples artefacts produits par le hasard, les manipulations imparfaites d'un cliché ou les défaillances de la chimie n'offrent aucune parade aux suppositions délirantes. 1923. La minute de silence à Londres. Voir les esprits au-dessus et dans la foule. Derrière toute image, un impératif imaginaire nous amène à conférer des identités invérifiables à des formes survenues dans la matérialité du support. Le regard cherche des indices, il en trouve. L'esprit se fait une raison d'élucider, amener dans la lumière ce qui nous paraît obscur. Le commentaire auquel nous convie toute photographie ne s'emploie-t-il pas à en dénier la charge affective, à escamoter l'insistante présence des êtres et des regards? L'incertitude des mots voudrait-elle seule faire la lumière ?